Sunderlight Production. Eh bien, habituellement, je commence les émissions en disant bienvenue, mais là, je vais commencer en disant merci. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Merci pour l'accueil que vous nous avez réservé, puisqu'on se situe au siège du Team France Audelot. Et bienvenue à Marine Quintard. Bonjour Marine. Bonjour. Bienvenue. Merci. Yves Eloury. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Et puis Maxime Grenot, manager de l'équipe. Salut. Enchanté. On va commencer cet épisode, comme je le fais classiquement sur le podcast Ultra Talk, par les présentations, mais aussi le parcours. On va commencer par Marine. Donc, Marine, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours d'athlète, de sportive, et qui t'a amené à faire du trail aujourd'hui? Est-ce que le trail était déjà dans ta vie, en tout cas la course à pied depuis toute petite, ou est-ce que tu es c'est arrivé un peu plus tard? Ouais. Moi, je suis quand même issue d'une famille assez sportive, avec deux grands frères et des parents qui nous ont toujours amenés à faire du sport outdoor surtout. Donc ski, rando, beaucoup de rando tout le temps, du ski tous les week-ends. Donc là, on est basé à Annecy, c'est la région dans laquelle tu as grandi? Non, moi je suis aveyronnaise. Je suis dans Il y a un petit l'Aveyron accent. et ouais, Petit accent. c'est ça. Et donc voilà, c'est vrai que toute notre enfance a été comme ça. Après, moi j'ai fait d'autres sports, on va dire, jusqu'au lycée. Voilà, de la danse, de la gym rythmique et sportive, etc. Un peu rien à voir avec du trail ou de la course à pied. Et puis après, je me suis mise un peu plus au VTT en lycée, puis trail, grâce à mon prof de sport. Et c'est vrai que mes grands frères aussi commençaient de plus en plus à toucher au trail et aux compétitions, surtout un. Et après, à la fin de mes études, j'avais vraiment envie de m'y mettre un petit peu à fond et de faire de la compète. Et voilà, progressivement, c'est venu comme ça. Et j'étais encore à Rodez dans l'Aveyron. Et là, j'ai rencontré Adrien Séguré, qui avait créé, le sélectionneur de l'équipe de France aujourd'hui, qui avait créé un club de trail à Rodez. Et qui avait aussi une boutique de sport avec une petite team sponsorisée. Et petit à petit, il m'a fait rentrer là-dedans. Et il était aussi, il était aussi manager de la team à l'époque, il y a quelques années. Et c'est comme ça aussi que je suis rentrée dans la team. Donc tu fais effectivement partie de la team Audelot Alpi, on en parlera un peu plus longuement. Quelle est ta distance de prédilection? Parce que j'ai regardé, moi je me suis un petit peu renseigné avant d'enregistrer cet épisode, j'ai vu que ça courait depuis longtemps, mais quelle est ta distance de prédilection? Je ne sais pas si j'en ai vraiment une, on va dire entre 40 et 80, même si les 80 sont assez rares encore pour moi aujourd'hui. J'ai vu effectivement la distance est allongée, du 20 km au 100 km. Est-ce qu'on envisage un jour un 100 miles? Est-ce que c'est dans un plan de carrière ou non, c'est pas prévu encore pour le moment? Ouais, mais peut-être que j'y viendrai, mais c'est vrai que je fais vraiment à l'envie. Et avant, je disais que 80, ça m'arriverait pas, puis finalement. Je suis passée l'an dernier. Voilà. Mais pour l'instant, l'envie n'y est pas, quoi. Mais un jour peut-être. Un jour peut-être. Et est-ce que 2024, aujourd'hui, parce qu'au moment où on enregistre cet épisode, on est au milieu d'année, l'épisode sort à quelques jours justement du trail de la Vanoise, le trail auquel Audelot est partenaire en termes de partenaire titre. Est-ce que 2024 répond à tes attentes aujourd'hui? Est-ce que ça se déroule comme tu l'avais imaginé cet hiver, ou est-ce que tu as dû t'adapter avec un plan B, un plan C? Ouais, alors ça se déroule pas du tout comme prévu pour le moment. Ça avait pas trop mal commencé avec le Trail du Ventoux au mois de mars, où j'ai terminé deuxième, c'était chouette. Mais en fait, après, même juste avant, j'ai commencé les petits bobos physiques qui m'ont fait un petit peu revoir mon planning de course là, pour le début de saison, quoi. Bon, on en parlera, on rentrera également donc comment Maxime gère aussi ses plans pas ses plans de carrière, mais en tout cas le planning des événements sur l'année avec ses athlètes. Mais là, on parle de trail, mais il y a autre chose dans ta vie, hein, il y a un métier à côté. Ouais, donc, qu'est-ce que tu fais à côté du trail? Je suis architecte, donc je suis architecte à mon compte. Donc c'est vrai que ça occupe la majorité de mon temps quand même. Après voilà, je trouve du temps aussi pour m'entraîner, hein, c'est le soir en général, et puis c'est aussi l'échappatoire et la bouffée d'oxygène. On rentrera également dans l'épisode sur l'équilibre vie pro, vie perso et comment tu gères tout ça.
On va laisser la parole maintenant à Yves Elloury. Bienvenue Yves sur le podcast, enchanté de te rencontrer. Est-ce que tu peux nous parler, comme l'a fait Marine justement, de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à faire du trail et depuis combien de temps tu pratiques? Pour le coup, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Dans la jeunesse, c'était surtout du foot, mais à côté de ça, je faisais quand même du vélo, je courais. J'ai une famille pareil qui est très sportive, un peu comme Marine. On a toujours baigné dans le sport, que ce soit de la course à pied, vélo l'été surtout. On venait souvent dans les Alpes pour faire des cols à vélo. Donc pas originaire de la région non plus? Non, je suis de Bretagne. Je sais pas si ça s'entend l'accent pour le coup, mais non, normalement ça va. Et donc originaire de Bretagne. Et je suis arrivé dans les Alpes à 18 ans pour le coup, pour mes études. Et donc je faisais déjà du trail, mais c'était vraiment un plaisir, etc. Et petit à petit, je me suis pris au jeu à faire des compètes. Et en voyant que ça marchait, j'ai fait de plus en plus d'entraînement. Et petit à petit, on rentre dans des teams, etc. Et puis on en est là aujourd'hui, quoi. Et au niveau des études, tu as parlé des études, tu as fait quel cursus? J'ai fait un DUT GEA à Annecy, puis après je suis rentré pour ma licence en Bretagne. D'accord. Et est-ce que 2024, aujourd'hui, la même question que j'ai posée à Marine, est-ce que 2024 répond à tes attentes, les objectifs que tu t'étais fixés cet hiver? Ou est-ce que tu as dû, comme Marine, ajuster certaines choses? Alors la saison au tout début, j'ai dû un petit peu l'ajuster parce que j'ai été blessé cet hiver, mais vraiment pendant l'hiver, donc ça n'a pas eu trop d'impact après pour le début des courses. J'ai juste retardé la rentrée. J'ai repris qu'en mars sur une course locale en Bretagne. Et puis après, je suis allé à Istria où ça a plutôt bien fonctionné, donc une des manches UTMB. Et là, depuis, ça roule plutôt bien, donc je suis content pour l'instant. Et j'ai regardé également un peu le parcours, donc très performant sur du court, des 20 km, où là, tu es hyper performant. Est-ce qu'un jour, tu as en tête d'allonger également la distance, d'aller sur des ultras? On a parlé de 100 miles, mais avant le 100 miles, il y a d'autres étapes. C'est quoi le programme pour toi? Ouais, c'est vrai que ces dernières années, j'ai plutôt tourné sur du KV 20K jusqu'à 30-40. Après, j'ai déjà mis le pied dans du un peu plus long, sur du 50, 60, jusqu'à 80 même à Belle-Île. Et oui, clairement, le projet, c'est d'aller sur du plus long. Déjà, cette année, c'est de faire un premier 100K à la Swiss Peak en septembre. Et dans les années à venir, c'est d'aller un jour sur 100 miles. Il y a des courses qui me font rêver, l'UTMB, le Grand Raid, etc. Alors, ce que j'ai vu dans ton parcours, c'est qu'il y a pas d'abandon, il n'y a jamais de DNF. Si, pour le coup, il y en a un qui était marquant l'année dernière, qui a fait un peu un changement dans ma saison l'année dernière, c'était Istria, le 70. J'ai abandonné au 50e. Et pour le coup, ça, c'est quelque chose qui marque, entre guillemets, mon début de carrière, c'est pareil, entre guillemets, mais ça m'a fait me reposer des questions et ça m'a fait évoluer, je pense. C'était quoi? C'était un pivot plus mental, psychologique? Je m'en suis voulu clairement d'avoir abandonné parce qu'il y avait pas, ça allait, j'aurais pu aller au bout. C'est juste que j'étais plus dans mes temps prévus et oui, j'étais pas très en forme, j'étais pas bien vaillant au 50e, mais j'aurais dû aller au bout, prendre le temps et finir pour finir. C'était la frustration de ne pas jouer la gagne. Ouais, tu t'es dit je suis venu pour la gagne, je ne pourrais pas gagner, donc j'abandonne. Ouais, clairement dans ma tête j'avais le podium ou le top 5, j'avais surtout un temps en tête et j'étais encore 4 et je voyais en fait que j'ai explosé complet, quoi. J'ai fait popcorn et je ne l'ai pas accepté mentalement et c'est dommage en fait. Mais ça va servir pour la suite. C'est généralement ce genre de choses qui te permettent de construire différemment et de se servir de cet échec, si on peut appeler ça un échec, j'espère pour la future réussite. J'espère que si ça se reproduit et que je suis reconfronté à ce genre de cas, ce qui est quasiment sûr, il y a forcément sur des longues distances où ça nous arrive, je saurais switcher et me dire profite de la fin, prends ton temps et va au bout, quoi. Bon, c'est l'expérience. C'est l'expérience et on parle d'expérience. Justement, on va laisser la place au manager du team. Il sourit. C'est vrai que ça chambre beaucoup dans l'équipe. Il y a une très très bonne ambiance. Avant que les micros étaient ouverts, ça chambrait de manière assez spectaculaire. Donc, on va laisser la parole au manager justement du team Odlo Alpi, Maxime Grenot. Bonjour Maxime. Moi, j'ai tout de suite une question. On parle de la saison 2024, mais moi, je vais revenir tout de suite sur 2023. J'ai rien vu 2023. Qu'est-ce qui se passe, Maxime? Il se passe que je suis en rééducation. Donc, il y a forcément une raison. C'est une blessure, c'est ça, hein? Oui, blessure. Bobo au genou que j'ai fait opérer fin septembre dernier. Voilà, donc je suis en reprise de course. Alors aujourd'hui, tu as la prise de recul, la hauteur en tant que manager d'encadrer justement tes athlètes, mais quand on se fait opérer comme ça une saison blanche, ça fait 7 mois, on en a parlé juste avant, 7 mois et demi que tu étais blessé, que tu t'es fait opérer. Est-ce qu'il y a une frustration ou est-ce que cette frustration, elle s'efface totalement au profit justement de l'encadrement, d'accompagner des sportifs? Oui, frustré, oui, parce que je reste athlète quand même, tu vois. Sûr. Mais après, j'occupe mon temps, on va dire. J'occupe mon temps avec le team, qui prend quand même beaucoup de temps, tu vois, plus que ce que je pensais. Je m'occupe avec ça, et puis après, je m'occupe aussi à côté d'Alpi Training, qui est le partenaire du team. Donc, je suis pas, j'occupe mon temps, mais j'ai hâte de revenir quand même. Bon, très bien. Parle-nous, on va rebobiner un petit peu aussi l'histoire, mais parle-nous un petit peu de ton parcours, Maxime,
à travers justement le trail et qui t'amène à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, un peu comme Yves et Marine, tu vois. Famille de sportifs. Chanceux parce que mes parents m'ont toujours laissé faire ce que je voulais dans le sport. Et du coup, moi, j'ai un athlète. J'ai un athlète à la base, donc je suis pur produit d'athlétisme. J'ai fait les crosses, la piste de mes 10 ans jusqu'à mes 17-18 ans. Après, je suis rentré en course en montagne. J'ai pris une sélection équipe de France en 2007, donc ça remonte. Hein. Et après, il y a eu des études de kiné-ostéo qui ont pris un peu de temps quand même. Et je courais quand même toujours un petit peu. Et puis après, je suis revenu sur le trail court, long, et après ultra trail à partir de 2019. Et je voulais voir si ça me convenait déjà, et si je prenais plaisir. Et ça m'a bien convenu, j'ai pris plaisir et j'ai performé. Donc du coup, je suis resté sur l'ultra. Et si je reviens, quand je reviens plutôt, j'y retournerai quand même. Ouais. Bon, on parlera tout à l'heure également de cet équilibre vie pro, vie perso, parce que tu es quand même multitâche. Hein. Tu fais beaucoup de choses. Est-ce que tu arrives à gérer tout ça ? C'est quoi ? C'est challengeant ? J'ai l'impression que je compense, tu sais. J'en parlais encore hier, tu vois. Je compense le fait de moins m'entraîner parce que, tu vois, entre des volumes horaires, là, je suis entre 7 et 10 heures d'entraînement par semaine, entre le vélo, la muscu, un peu de course. C'est pas les 20 heures comme avant, donc j'ai au moins 10 heures allouées à autre chose. Donc il y a le team, il y a le speed training, il y a peut-être d'autres projets ensuite, il y a pas mal de choses. Donc du coup, j'occupe mon temps et aujourd'hui ça va. Bon, c'est vrai qu'en tant qu'athlète, hein, tu nous l'as dit, tu es en convalescence pour revenir sur les sentiers. En tant que manager, est-ce que la saison se déroule, j'ai posé la question aux athlètes, mais en tant que manager, est-ce que la saison se déroule comme tu... Je vois que les regards, comme tu l'imaginais. Ouais, non, je peux tout dire. Non, c'est cool. Après, tu vois, moi aussi, j'ai un biais, mais je suis content d'avoir. C'est qu'à la base, je viens du médical. Donc, j'ai pas de peine à entendre qu'un athlète est blessé. Donc, il y a déjà la première chose, c'est que Marine, elle se fait mal au genou. Elle fait pas, elle fait les France de trail, ça se passe pas comme il faut. C'est pas grave. Tu vois, on met en place on trouve une solution pour que ça aille mieux. Yves, son début de saison, il reprend plus tard. Moi, limite, ça m'arrange. Parce que ça veut dire qu'en fin de saison, il sera là. Donc, ça me dérange pas trop. Émilie Menuet, qui a fait les Europes ce week-end sur la Maxi, aujourd'hui, c'est elle qui est mise en avant au team. Et peut-être qu'en fin de saison, elle sera fatiguée et d'autres prendront la place. Donc, ça me dérange pas. Et les deux petits nouveaux, Goulven et Lucien, qui commencent à apprendre un petit peu ce que c'est de rentrer dans le haut niveau. Donc, qui aussi, entre très très bonne place, belle performance et petit échec sur le chemin de France de trail le court pour eux. Donc, dans l'ensemble, oui, ça se passe bien. Après, on a une équipe de 6, si je m'inclus moi. Donc, quand on a un blessé, ça se voit pas trop. Quand il y en a 2, ça commence à se voir. Mais c'est le jeu d'être une équipe restreinte. Donc, mais pour répondre à ta question, ouais, moi je suis content du début de saison. L'équipe vit bien ensemble. On a passé des beaux moments en stage. Il y en a encore pas mal qui vont arriver. Donc, c'est cool. Bon, très bien. En tout cas, c'est une équipe qui vit bien, je peux confirmer. J'en suis témoin. On va parler maintenant de la marque Odlo. Et quelle est votre relation à la marque ? C'est-à-dire qu'avant de faire partie de ce team, Odlo Alpi, quelle était votre relation avec la marque, avec le textile ? Odlo, ça m'évoque un petit peu dans mon enfance, vu que mes parents faisaient du ski de fond pas mal. Je sais qu'on avait toujours les premières couches très chaudes. Merino ? Ouais, pour le ski, quoi. Enfin, en fait, moi, c'est le souvenir que j'ai à la maison, quoi. Ouais, moi, je te rejoins. C'est exactement le même souvenir. En tout cas, je piquais à ma mère. c'est un textile qui est dans mon vestiaire depuis des années, quoi. Il y a plusieurs dizaines d'années même. Et pour toi ? Ouais, c'est un peu la même chose. Les premiers produits Odlo que j'ai eu, c'était les premières couches vraiment col au corps qui tiennent chaud l'hiver. Et après, j'ai rapidement quand même eu des t-shirts, des shorts Odlo avant de rentrer dans le team, en fait. Parce que ça représente quoi ? C'est un gage de sécurité, c'est un gage d'innovation. Si tu pouvais mettre un mot sur ça, c'est quoi ? C'est la garantie d'un bon produit, Ouais, Odlo dans le milieu du trail et du running en général, on sait que c'est un produit de qualité et ça va le faire, quoi. Et pour toi, Maxime ? La première image que j'ai d'Odlo, c'est l'équipe de France de ski de fond et de biathlon. Et après, comme tout le monde, c'est vraiment les sous-couches, les base layers qu'on a eu, qu'on a porté aussi, quoi. Donc, ouais. Intéressant. Je vois qu'on a quasiment les mêmes références. Et puis, il y a eu cette création d'équipe. On prendra le temps tout à l'heure de revenir sur justement comment la composition de cette équipe a été faite avec Maxime. Mais comment vous, athlètes, s'est passée cette intégration dans l'équipe et comment l'équipe vous permet de vous développer, d'atteindre vos objectifs, peut-être d'influencer positivement vos performances et résultats ? Moi, c'était il y a 3 ans du coup que je suis rentré dans le team. Et pour le coup, ça donne un vrai boost parce qu'on rentre dans un des gros teams français et forcément, on a envie d'un peu plus s'impliquer dans l'entraînement, dans tout ce qu'il y a autour pour faire du haut niveau, quoi, tout ce qu'il y a autour du trail. Mais tu avais déjà cette démarche personnelle de dire moi je veux atteindre le haut niveau et puis après l'équipe est arrivée.
Ou est-ce que ça a été un virage pour toi dans ta préparation, dans ta motivation même, et dans le positionnement de tes objectifs? Non, j'avais déjà une démarche de haut niveau depuis 2 ans à peu près. Je suis rentré dans le team en 2022. Et puis 2020, en gros, ça avait commencé avec des belles courses et des choses comme ça. Donc j'étais déjà focus là-dessus, mais c'est vrai que ça a été encore un cap au-dessus, quoi. Et tu t'es dit avec cette équipe, avec le team Odlo Alpi, j'aurai une garantie, je vais pouvoir aller chercher plus de performances? Ouais, exactement, d'avoir un Il y a staff. une attente de ton côté, je veux dire, voilà. Oui, ouais, le but de rentrer dans le team, c'est pas juste pour être dans le team, quoi. C'est d'avoir un staff, c'est d'avoir de la visibilité, c'est d'avoir des bons conseils en partageant des moments avec des coureurs qui avaient déjà des palmarès, etc. Des références, ouais. Ouais. Et l'intégration s'est bien passée? Ouais, pour le coup, Ouais. ça va. Et pour toi, Marine, comment s'est passée ton intégration et qu'est-ce que ça représente et comment tu t'appuies sur le team pour justement te développer? Ouais, je rejoins un petit peu Yves. Je trouve que c'est d'abord un soutien humain aussi. Ça nous porte de faire partie d'une team. On a les collègues coureurs, le manager, puis tout le staff aussi, kiné, podologue, etc. autour. Et puis c'est l'occasion aussi de se retrouver sur des stages, de faire des camps d'entraînement ensemble. C'est des choses qui sont programmées, que vous Ouais. programmez plusieurs fois dans l'année, vous vous Ouais. retrouvez plusieurs fois dans l'année? Ouais, 2 fois généralement en avril et en juillet. Généralement, ça se passe comme ça, en montagne. Et après, il y a aussi le côté matériel qui nous avantage aussi largement, quoi. Ouais, ça compte beaucoup pour justement quand tu fais de la compétition et que tu veux aller chercher du haut niveau et de la performance, tout ce qui est matériel fait partie justement de la performance et autant mettre les armes de son côté. Et pour toi, Maxime, comment au niveau de l'équipe justement, tu es le manager aujourd'hui de l'équipe, comment tu t'appuies sur la marque? Moi, je suis souvent en relation avec eux, très souvent on va dire. Je m'appuie avec eux. Déjà, il y a toute la partie vestimentaire quand même, tu vois, donc il faut gérer quand même un petit peu qui veut quoi. Et ça, c'est la première chose. Il y a la partie financière aussi, parce qu'il ne faut pas aussi se mentir, c'est qu'aujourd'hui, athlète de haut niveau veut dire rémunération, ce qui est normal. Donc il y a la partie financière à gérer, la partie média. On filme pas mal de choses cette année. Il y a une web-série qui est sortie, le premier épisode qui est sorti il y a une semaine. Il y aura 6 épisodes, donc il faut aussi gérer le côté média avec l'IVDA, ce que je connais très bien. Donc du coup, il y a ça à gérer aussi. Et après, il y a les événements aussi à planifier. Donc, tu parlais de Val d'Isère tout à l'heure. Donc, pour l'HTV, il y a ça aussi à planifier. Il y a les stages. Donc, on fait 2 stages dans l'année. Il y a les rassemblements cette année. On s'est rassemblés au chemin de France de trail. On va au marathon du Mont Blanc tous ensemble. On va à Val d'Isère. On va sur l'UTMB. On va à Swiss Peaks. Peut-être au Templier en fin de saison. Donc, il y a quand même donc, il y a un vrai team qui se déplace et Voilà. cette force, cette énergie en tout cas que ça peut procurer aux sportifs. Ouais. Moi, le mot team, pour moi, il y a une valeur. Ouais. C'est juste mettre team et puis chacun prend ses bricoles et une notation. C'est pas ce que moi. Enfin, c'est pas tes valeurs. Pas ma valeur d'équipe. L'équipe, c'est elle vit ensemble. Donc voilà. Et avec Odlo, justement, est-ce que, en tant que manager, en tant que sportif, vous êtes amené aussi à faire des tests de matériel, à faire des retours produits, des innovations, ce genre de choses? Ouais, on le fait plus maintenant. Moins dans le passé, maintenant un peu plus. Donc c'est cool parce que ça nous implique. Tu vois ce que je veux dire, c'est que si tu es valorisé d'une façon ou d'une autre, si on te donne quelque chose à faire et que l'athlète il dit ok, ma voix elle compte, ça fonctionne et on est content de le faire. On a eu des fringues à tester pour 2026 là, donc on a fait les retours dessus et c'est cool parce que nous on est content. 2026 Ouais. Ah ouais. Et du coup ça nous implique et on sent que notre voix, on donne notre voix au moins. Après qu'elle est écoutée, on voit ce qui se passe après derrière. C'est pas nous qui fabriquons, mais au moins on donne notre tour d'athlète parce que selon nous, je veux dire même, c'est nous qui les portons tous les jours. Et je pense que la voix de l'athlète sur le testing il est important, quoi. Et puis une vraie projection, c'est-à-dire que là tu parles de 2026, donc c'est vrai que vous allez nous donner votre vision de ça, mais en tant qu'athlète, tu te projettes vraiment dans l'équipe, quoi. C'est-à-dire que tu fais partie des innovations qui vont sortir. Après, effectivement, il peut y avoir des ajustements, parce que vous n'avez pas le mot de la fin sur qu'est-ce qui sort ou pas, mais en tout cas, vous participez vraiment à ça. Et ça doit être hyper valorisant quand tu vois le produit sortir et que tu as participé à sa fabrication. Oui, on a vu des choses évoluer déjà. Parce que toi, avec Marine, nous, on est là depuis 2020. On est rentré au team en 2020, donc c'est notre 5e année. Donc, tu vois, on a vu les produits évoluer aussi. Entre l'entrée d'Odlo, entre guillemets, dans le trail, avec des premières collections, et ce qu'il y a aujourd'hui, ça a quand même bien évolué. On a l'impression d'avoir été un peu écouté quand même des fois. Sur certains produits, en tout cas, il y a des choses qui ont un peu changé et on est plutôt content de les avoir aujourd'hui. Donc oui, après, on aimerait presque plus être plus impliqué. Parce que pour nous, c'est pas eu temps perdu, quoi. On aime bien le faire, quoi. Et vous, en tant qu'athlète, comment vous vivez le fait de tester les produits? Est-ce que vous êtes demandeur tout au long de l'année ou plus sur certains moments de l'année?
À l'approche d'une compétition, par exemple, est-ce qu'on va aller tester un produit ou c'est plus réservé à une certaine période de l'année où les objectifs sont moins importants? Je sais pas, peu importe trop le moment de l'année. Là. Après, on n'a pas vraiment, on teste un peu comme on veut. Hein. C'est-à-dire qu'on peut le faire sur une séance si on a envie, mais on peut aussi le faire sur un footing où il n'y a pas trop de risques. Il y a un échange avec la marque sur ça. Voilà. Sur ça. Après, l'idée, c'est nous, on essaye de les tester quand même dans différentes conditions, etc. C'est sûr qu'il y a des moments de l'année où je vais pas aller tester une tenue que je connais pas trop sur une grosse course ou sur une grosse séance pour pas prendre de risques, mais non, pour le coup, on a le temps toute l'année de les tester et on répond juste aux demandes d'Odlo et on a quand même quelques semaines à chaque fois pour bien le faire. Et pour toi, Marine, est-ce qu'il y a des produits que tu as participé à l'évolution que tu vois sortir aujourd'hui sur le marché? Je pense que c'est assez global. En général, on a un petit peu tous les mêmes attentes au sein de la team, qui parfois diffèrent, je pense, avec le consommateur plus occasionnel. Mais ouais, en tout cas, on voit clairement, là on est dans le show, mais on voit clairement les évolutions des textiles et des produits. Oui, très clairement, il y a des produits qui sont magnifiques, vraiment magnifiques. Et puis là, j'ai plus une question qui va s'adresser aux athlètes et la relation avec le grand public, avec les consommateurs. C'est qu'aujourd'hui, avec la multitude de moyens de communication et les réseaux sociaux, comment aujourd'hui, en tant qu'athlète, vous interagissez, vous communiquez avec les fans de la marque, avec votre communauté, vos fans à vous, les gens qui vous suivent, les consommateurs. Comment est-ce que vous, je ne sais pas si on peut dire comment est-ce que vous travaillez avec eux, comment est-ce que vous collaborez avec eux, mais comment ça fonctionne de votre côté? Déjà, avec Odlo, on met pas mal de choses en place de ce côté-là. On fait des apéro run sur Annecy. C'est avant d'aller courir ou après d'aller courir? Après. On n'en est pas encore là. Mais donc ouais, c'est vrai que du coup, il y a cet échange de proximité avec les coureurs qui aiment la marque aussi et qui aiment le même sport. Donc on fait ça. Et après, personnellement, ça sera via les réseaux sociaux. Mais ces runs, c'est sur inscription, c'est-à-dire que vous limitez peut-être, ou comment les gens qui nous écoutent et qui n'avaient pas écho de ça, même si je pense que sur la région, c'est quand même très sportif à Annecy, mais quelqu'un qui nous écoute et qui habite la région, qui se dit « mais moi ça m'intéresse, j'aimerais venir courir ou aller courir sur un prochain run », comment est-ce que ça fonctionne? Où est-ce qu'on peut s'inscrire? Alors les gens réservent sur... Oui, en fait, c'est une plateforme. C'est une plateforme qu'on relaie via la page du team sur Instagram, si tu veux. Et il y a 35-40 places à chaque run. Et ça se remplit très très vite. Assez vite, ouais. Ouais. Donc il y a si ceux vous qui voulez, sont habitués qui reviennent aussi. les gens qui participent, vous allez sur la page donc Insta du team Odlo Alpi. Il faut vous inscrire pour aller faire le run. C'est ça. Et pour toi, comment est-ce que tu interagis avec ta communauté? Ouais, c'est le même principe que Marine. Les runs, ça aide beaucoup parce qu'on voit les gens en direct, mais sinon, les réseaux sociaux, pour le coup, ça, c'est le bon côté des réseaux sociaux. Il y a des mauvais côtés aux réseaux sociaux, mais ça, c'est vraiment le bon côté. Ça permet les gens, s'ils ont des questions, ils nous les posent directement par message, etc. Moi, c'est souvent que j'ai des petits messages. Ah, tiens, tes bâtons, c'est quoi? Ce short-là, c'était quoi? J'ai reçu il y a 3 jours ou 4 jours. C'est ton modèle de lunettes, c'est lequel? Tu penses que ça vaut le coup que j'essaye pour telle course, etc. Quoi. La veste de pluie en ce moment. Oui, la veste de pluie en ce moment. C'est vrai que depuis quelques mois, voilà, je peux comprendre. Donc voilà. Et en termes de communication, est-ce qu'il y a un échange avec la marque sur est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut pas faire, à quel moment je dois communiquer? Je veux dire, est-ce qu'il y a, je ne sais pas si on peut dire un deal, mais est-ce qu'il y a une discussion et des projets de communication qui sont communs avec la marque, ou est-ce que vous êtes libre d'interagir comme vous le souhaitez, en toute intelligence, avec justement les communautés qui vous suivent de manière respective? Nous, sur nos réseaux perso, on fait un petit peu ce qu'on veut. C'est, je pense, plus la page du team qui a des retours avec les marques où eux, ils vont forcément... c'est donnant-donnant, quoi. Et toi, justement, Maxime, alors comment tu utilises l'expérience de tes athlètes, la communauté, l'interaction avec, là, pour le coup, les vrais fans qui suivent le team Odlo Alpi? Comment est-ce que tu utilises ça pour faire grossir la communauté, pour que l'expérience utilisateur peut être meilleure et que le contact et les relations entre les sportifs, les athlètes et le grand public, les consommateurs, soient plus, je ne sais pas si on peut dire réels, plus faciles? Alors, je vais t'avouer un truc, c'est pas moi qui gère les médias. Donc déjà, tu vois, on a l'équipe de vidéastes, Marianne et Sylvain, qui nous rendent bien service, c'est eux qui gèrent les médias. Donc la page du team, c'est eux qui la gèrent. Je donne un coup de main s'ils sont pas là, s'ils sont en shooting ailleurs, voilà. Mais ça, c'est eux qui le font. Mais du coup, on va interagir pas mal sur les lancements de produits, après avoir publié ce que. Il y a des temps forts et des temps faibles dans l'année, effectivement. Voilà, donc on est un peu obligé de faire ça. Et après, on colle un petit peu à ce que demande la marque, forcément, quoi.
sans elle, on n'est pas là. Donc, Bien sûr, ouais, on renvoie la balle et du coup, on essaie de faire au mieux. Après, chacun sur leur réseau perso, que ce soit Facebook, Insta ou du coup LinkedIn. Moi, je suis un peu plus le côté là aujourd'hui. Par exemple, donc voilà, chacun fait un petit peu comme il l'entend. On est libre, mais on essaie de mettre la marque en avant, quoi. Bien sûr, c'est normal. Mais toi, en tant que manager, est-ce que tu as des points réguliers avec l'équipe de communication, justement? Est-ce que ça se fait au fil de l'eau? Ou est-ce que tous les trimestres, vous avez un calendrier édito et vous savez sur quoi vous allez communiquer en fonction de la sortie des produits Odlo? Il y a un petit peu les deux. On sait que arrivé au printemps, la collection été qu'on a shootée l'année d'avant va sortir, donc il y aura une petite campagne. Après, c'est plutôt nous au team, on le sait un peu, on le sait en amont, mais juste avant que ça sorte, on est au courant si tu veux. Et du coup, on s'arrange au moment-là dans le calendrier, mais il n'y a pas un rendez-vous trimestriel en disant tiens, mais ça remplace. Non, nous on communique sur nos compétitions, la marque est au courant des compétitions. Il y a un calendrier qui est début d'année qui est mis en place, qui évolue forcément en fonction des bobos, pas des bobos. La marque est au courant, puis après on essaie d'agencer eux leur calendrier éditorial, qui est bien rempli, et le nôtre aussi. Ouais. Puis on essaie de voir si on peut tout matcher. Ça se cale et puisse cohabiter. Là, j'ai une question pour les athlètes, mais même toi, hein, Maxime, très clairement, parce que tu l'es toujours, malgré la blessure. La course la plus exigeante à laquelle vous avez participé, celle qui vous a vraiment marqué, qui vous a fait dépasser vos limites, c'est quelle épreuve? Ouais, moi j'en ai une directement qui me vient en tête, c'est Belle-Île-en-Trailles en 2022, premier 80 que je fais. Tout simplement parce qu'il y a la distance et forcément il y a un peu d'appréhension au départ. On se dit est-ce que je suis capable d'aller au bout, est-ce que ça va le faire de courir 80 km? Là pour le coup, ouais, il y a eu ce petit stress avant et pendant, il y a eu forcément des moments un peu durs et voilà quoi. Elle t'a marqué parce que c'était la distance, c'est ça? Ouais, puis la course me tient à cœur, donc forcément j'avais envie en plus de très bien faire, donc oui, celle-là m'a marqué particulièrement. Ouais. Et la course la plus, celle qui te fait rêver, je veux dire celle que tu suis, que tu as coché, et tu te dis un jour, soit j'y suis déjà allé, mais j'y retournerai pour performer. Soit je ne suis jamais allé sur cette épreuve, mais par contre, c'est dans ma to-do list. Il y en a deux. Donc, il y en a une dont j'ai déjà parlé, c'est Belle-Île. L'objectif, c'était de la gagner, ça s'est fait. Et la deuxième, qui est plus internationale, c'est la Western States. Ça, c'est le rêve ultime. Je veux y aller un jour, j'irai un jour. Je fais tout. Dès cette année, la Swiss Peak, c'est dans l'objectif de la Western dans les années à venir. Parce qu'il y a un process de qualif, hein, c'est ça, et de tirage au sort. Ça, exactement. Il faut valider un ultra tous les ans qui est sur leur liste de qualification. Et donc, c'est pour ça que je fais la Swiss Peak. La Swiss Peak est dans ce processus-là. Et donc maintenant, dans les années à venir, ça va être d'en valider un à peu près tous les ans pour pouvoir jouer à la loterie. Et qu'est-ce qui te fait rêver sur cette épreuve? C'est quoi? C'est le fait que ça soit les US, c'est le fait que ça soit la plus ancienne? C'est la plus ancienne, c'est un niveau de dingue, c'est l'Ouest américain. Il y a plein de choses qui font que cette course, elle me fait rêver. C'est le profil aussi de course qui me va très bien, ça court beaucoup. Il y a tout qui va, quoi. C'est juste magique comme course. Bon, je vois que dans ce que tu décris, tu la places quand même au-dessus de Belle-Île, non? Oui, forcément. Un peu le Graal, ouais. Forcément, Belle-Île, c'est plus régional. C'était la course que je voulais gagner en Bretagne parce que je suis de Bretagne, parce que je vais sur l'île depuis que je suis petit. Il y a plus d'affect, on va dire. Voilà, il y a plus d'affect, il y avait la famille qui était présente. Enfin, c'était la course, entre guillemets, pas facile à gagner parce qu'elle est quand même dure, mais c'était atteignable, on va dire. La Western, c'est quand même un stade au-dessus. Et c'est le rêve ultime, quoi. Très intéressant. Et pour toi, Marine? Moi, j'ai pas vraiment de. Je saurais pas dire exactement quelle course a été la plus exigeante pour moi. Parce que des fois, sur le papier, on aurait tendance à dire celle-là, je pense, ça va être la plus dure. Mais là, en te posant des questions, il n'y en a pas une qui ressort non, pas vraiment. Plus qu'une autre. Alors, je dirais peut-être le Grand Trail des Templiers que j'ai fait l'an dernier. Mais en soi, ça s'est bien passé. Donc, du coup, c'était une course exigeante. C'est assez régulier mais, aussi, les résultats. Ouais. Tes résultats sont toujours assez réguliers. Donc, effectivement, tu es plutôt dans la gestion de ton effort. Et celle qui te ferait rêver? Actuellement, celle qui me ferait rêver, je pense, c'est le 90 du Mont Blanc, 90 km du Mont Blanc, que je devais faire là, cette saison. Et puis, finalement, que je ne fais pas. Mais... Pourquoi elle te fait rêver, cette épreuve? Si tu peux mettre des je mots trouve sur que déjà le parcours est grandiose, même si je connais quand même une bonne partie du parcours. Mais voilà, ça reste à proximité du Mont Blanc, c'est une région que j'adore. Ça reste mythique. L'arrivée dans Chamonix, c'est toujours mythique aussi. Et puis, la distance, c'est aussi une distance que j'ai jamais encore parcourue, donc c'est challengeant.
Bon, il y a un rêve plus international et un rêve plus régional. Ouais, c'est vrai. Et pour toi, Maxime? J'en ai deux à te donner en fait. La plus exigeante en termes de technicité, je dirais SwissPix, le 100 miles que j'avais faite en 2020, qui est la plus belle aussi. Pour moi, sur le parcours en tout cas, le Valais suisse, voilà, il est trop cool et le parcours était quand même chantier. C'est exigeant, c'est magnifique en même temps. Voilà. Moi, après, voilà, comme disait Marine, c'est exigeant, mais c'était bien passé le jour-là, donc j'avais pas trop de. C'était cool, voilà, parfait comme ça le jour-là. Après, je dirais en termes de densité, je dirais c'est l'UTMB. L'UTMB 2022. 26e 26e, ouais, avec un petit bobo qui fait que je pense que voilà. Donc, pour répondre à ta deuxième question, quelle course me fait rêver? C'est pas vraiment rêver, mais c'est juste aller régler mes comptes avec l'UTMB. Une revanche à prendre. Voilà, parce qu'il y a 26e le jour-là, au-delà de la place, quoi, c'est le chrono, toi, je fais 23h40, il me semble, avec un bobo avant Champé. Donc, du coup, je finis sur une jambe pendant Stockholm-Born, et je pense qu'il y avait. À 22h, il est jouable. Un peu moins de 22h d'un grand jour, c'est jouable. Donc je pense que quand je reviens, je vais régler mes comptes avec l'UTMB. Ouais, voilà. Moi, j'avais suivi cette édition avec un départ. C'était l'année où deux athlètes sont tombés sous les 20 heures. Et est-ce que tu es parti toi aussi comme eux au sprint, ou est-ce que tu étais dans la gestion? Parce que moi, j'ai suivi le live. Ouais. Je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Mais c'était, moi, en fait, j'ai eu l'impression de me retrouver dans un cross, tu sais, quand j'étais gamin. Où ça part à plein poumon, comme on dit. Tu vois. Je l'avais fait un an avant, où j'étais quand même passé à côté. J'avais raté mon UTMB clairement, mais j'étais passé à Courmayeur avec une demi-heure de plus qu'en 2022, et j'étais 30 places devant, quoi. Et on était arrivé à Courmayeur dans un chrono qui était sur les bases de 22 heures, quoi. On était plusieurs Français à vouloir faire 22 heures. On a fait un petit groupe ensemble et je me souviens, on rentre 65e à Courmayeur. Je dis, c'est pas possible. On avait chrono, normalement, on passe 15e, tu sais. Les années d'avant, c'était ça, quoi, 15 ou 20, quoi. Et ça avait sauté à peu près après la foulée. Mais tu t'arrêtes pisser, il y en a 3 qui te passaient au bout de 100 bornes. Toi, tu te dis, c'est un ultra et ça arrive jamais, ça, normalement. Et là, c'était une densité qui faisait que, c'est ce qui a fait qu'ils ont fait moins de 20 heures aussi, que tout le monde a fait un gros chrono. C'est que tout le monde était là. Et le système de qualification était différent aussi. Donc, ça permettait à tout le monde de venir là en forme et frais. Et ça a fait une monstre course. C'est la bonne expression. Mais c'est vrai que dans la continuité, l'évolution du trail, quel est votre avis? C'est pareil sur. Vous pratiquez depuis quand même plusieurs années. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place ces dernières années. Quel est votre avis justement sur l'évolution de la discipline? L'évolution, ils passeront tous après moi là, mais l'évolution elle est énorme. Enfin, toi, moi je vois de côté du team, côté performance, côté chez Alpi Training aussi, on voit ce que les gens demandent, tous les consommateurs en trail. Ouais. La population de trailers, elle évolue tout le temps. La croissance, c'est incroyable. C'est pas linéaire, hein, loin de là, quoi. C'est exponentiel et tout le monde veut courir, même les citadins veulent faire du trail, parce que c'est sympa aussi, c'est joli, c'est de l'outdoor, ça prône des belles valeurs, quoi. L'écologie vient aussi un petit peu s'y mêler. Donc il y a une énorme masse de trailers qui arrivent et qui vont encore arriver. Et est-ce que tu penses que la discipline va se structurer différemment, va encore évoluer? Parce que j'ai participé en décembre dernier, c'était à Lausanne, sur une conférence où justement c'était le futur du trail. Comme quoi, en gros, on n'était qu'au début de l'histoire, alors que moi, très clairement, je ne pratique pas, j'observe, je ne pratique pas, je suis, et pour moi, c'est déjà installé depuis déjà longtemps. Et quand tu écoutes les spécialistes, non, c'est le tout début de l'histoire. Quel est votre avis sur ça? Moi, je pense que ça va changer sur le côté sponsor. On va, à mon avis en tout cas, je ne sais pas si ça sera ça, on va aller sur vélo, comme en vélo, on va arriver pareil. Donc vraiment des teams, des équipes. Teams avec des sponsors privés qui vont venir mettre la main à la poche, qui commencent à arriver, mais je pense que ça va être ça. L'évolution, une structuration différente, peut-être avec des divisions, Ouais, avec des circuits qui sont déjà en place, mais déjà trop présents, pas trop de circuits en tout cas, et trop compliqué des fois pour avoir. Pour un sportif, pour un athlète de se repérer. Voilà, mais par contre, je pense qu'on va tendre vers ça. Je pense, mais après, on verra en 10 ans où on en est, quoi. Et pour vous, en tant qu'athlète, comment est-ce que vous voyez cette évolution? Est-ce qu'en tant qu'athlète, pour vous, c'est bénéfique, ça devient effectivement compliqué de se repérer avec les différents circuits? Comment est-ce que vous échangez d'ailleurs entre vous? Est-ce que vous en parlez ou pas du tout? Ouais, si, on en parle toujours. Moi, je pense que ça va beaucoup évoluer, que c'est déjà en route avec tout le nombre de circuits qu'il y a en ce moment. Alors peut-être ça va mieux se structurer pour regrouper encore plus les densités d'athlètes. Après, c'est vrai que nous, on a évolué aussi en même temps que... Enfin, on évolue en même temps que cette croissance dans le trail. Au début, on pratique nos petits trails régionaux, enfin départementaux, et puis maintenant, on se retrouve sur des circuits.
Mais ouais, je pense aussi que ça va évoluer en termes de structure, en termes de sponsors. Je sais pas, toi, Yves. Vas-y. Ouais, après, je pense que notre regard, il est un peu biaisé là-dessus parce que nous, on regarde les circuits, on regarde les grosses courses et tout ça. Mais il faut pas oublier que 95% des gens, des trailers en France, c'est les petites courses. Enfin, les petites courses, c'est pas péjoratif dans mon esprit, loin de là. Non, mais bien sûr. C'est les courses de village, c'est la course sympa avec les copains le dimanche et ça restera ça le trail. Je pense qu'il y aura une grosse partie des pratiquants où ça sera toujours ça. Et c'est d'ailleurs faut que cet esprit il reste, quoi. Parce que c'est ça qui nous a tous fait aimer le trail, c'est ça qui est cool. Après, est-ce que ça va se structurer à court terme? Je pense pas, parce que de toute façon ils se font tous la guerre, tous les circuits, pour être le gros circuit et pour avoir les meilleurs coureurs, les machins. Donc tant qu'une fédération ou quelque chose prendra pas la main, ça le fera pas. Et je pense, enfin, vu comme ça évolue, ça sera pas dans les années tout de suite à venir, mais j'espère qu'un jour, oui, il y aura vraiment un gros circuit avec peut-être des divisions, j'en sais rien, quelque chose de vraiment cadré où on sait là c'est telle course sur telle distance, c'est les meilleurs, machin. Mais c'est pas pour tout de suite. C'est intéressant d'avoir votre retour. Là, je vais plus me tourner désormais vers Maxime et son rôle de team manager justement du team Odlo Alpi. Comment s'est déroulé ce lancement de saison? Comment s'est déroulé le recrutement ou en tout cas la finalisation de cette équipe? Parle-nous un petit peu justement de ce début d'année, ces nouveaux objectifs, ta vision sur le team également. Pourquoi pas à court, moyen et long terme? Ouais. Comment ça s'est passé? C'était un peu fin d'année dernière, enfin fin de l'été on va dire. Il fallait du renouveau, on va dire. Voilà. Pour être politiquement correct, il fallait du renouveau dans le team et du coup c'était un petit peu l'envie des athlètes. Un nouveau souffle. Un nouveau souffle. Nous, chez Alpi Training, on voulait faire un team. Il y avait le team Odlo où j'étais. On s'est dit, bon, c'est plus simple si on est plus fort à deux. Donc, d'où le co-naming, c'est parti de là aussi. Donc, discuter avec Odlo pour qu'ils acceptent ça, qu'ils soient d'accord avec le fait qu'on vienne là, que je prenne ce rôle-là de manager aussi. C'est toi qui as ouais, on va dire, pitché Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Je suis allé voir, je dis, bon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de mieux et chacun en tirera des bénéfices, quoi. Et après, du coup, c'est les athlètes sous la main. Qui est-ce qui reste? Donc, tu vois, Yves, Marine, Émilie qui était rentrée au team l'année passée, qui était performante, mais elle venait de la marche. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de mieux à faire. Donc, appelez Émilie, s'il te plaît, tu restes. Marine, s'il te plaît, tu restes. Yves, allez, vas-y, reste. Donc, déjà, garder un petit peu le cocon qui était déjà là, tu vois, si tu veux, les athlètes phares du team. Oui, mais c'est challengeant aussi, parce que ça veut dire que tu as dû, quelque part, mettre un petit peu aussi ton cœur sur la table, tu vois, en disant, voilà, moi, ma vision, c'est celle-ci, c'est comme ça qu'on va avancer. Bien évidemment, tout en écoutant, mais, en fait, mais c'est hyper motivant aussi pour un manager. J'avais pas autre chose, si tu veux. Pour être en toute franchise avec toi, quand tu as moins que les autres, tu fais plus avec autre chose. Donc, exactement. Après, c'est l'affect qui rentre. Hein, donc, tout à fait. Tu fais plus avec moins. Et après, du coup, Benjamin partait. Il fallait remplacer aussi. Et puis, du coup, avec le budget qu'on avait, c'était capable de créer une web-série, capable de faire des stages, d'accompagner les athlètes sur les compétitions, les logements, enfin, toi, tout ce budget-là, qu'ils aient un contrat qui soit quand même meilleur que les années passées. Ça ne sert à rien. Moi, si je viens et qu'on fait la même chose, ça ne m'intéressait pas. Et trouver deux petits nouveaux. Donc, après, il y a eu pas mal d'échanges avec pas mal d'athlètes. Et c'était un peu le feeling de on va se voir souvent, donc faire rentrer un athlète qui ne va pas matcher dans un groupe, ça ne m'intéressait pas non plus. Ça, c'était une de mes questions justement. La question précédente, la question suivante, c'est qu'est-ce que tu recherches chez tes athlètes? Alors les athlètes qui étaient déjà, que tu connaissais déjà, bon, tu les as emmenés avec toi, c'est qu'il y a bien des raisons, mais pour constituer l'équipe entière, d'aller chercher de nouveaux athlètes, qu'est-ce qui, toi, va te toucher, ou tu te dis, cette personne, j'aimerais bien qu'elle soit dans mon équipe? Ouais, ça fait un peu The Voice comme ça. Ouais, bien sûr. C'est bien pitché, c'est bien. Si on imagine, tu vois. C'est pas mal. En fait, déjà, le truc, c'est que la performance prime, tu vois. Le but du team, c'est de performer. C'est la performance. Voilà, numéro 1, clairement, en haut avant tout le reste. Après, par contre, le mot team, il a une valeur, tu vois. On vit en équipe, donc il fallait trouver des personnes qui soient performants, qui soient relativement jeunes, parce que je ne peux pas leur offrir un contrat monts et merveilles, et miser entre guillemets sur l'avenir avec eux, mais qui ont un caractère qui permet de rentrer dans un team. C'était là, en fait, trouver deux personnes avec un feeling qui fait qu'ils vont vivre en groupe et ils vont être capables de s'adapter. Et Lucien et Goulven, tu vois, qui nous ont rejoints, c'est bonne pioche parce que franchement, ils sont super cool. On est en stage au mois d'avril, le coup, une semaine ensemble. On était au Grand Bornand, on s'est marré pendant une semaine. Ça a reflété ce que je voulais, entre guillemets, avoir une équipe qui vit bien. Qu'est-ce que tu t'es dit en tant que manager, justement, quand tu vois cette équipe? Tu te dis, j'ai bien fait, parce qu'en tant que manager, il y a forcément cette prise de hauteur, ce recul, cette observation. Ouais, je me dis,
Ok, bonne pioche. Bonne pioche. J'espère que ça durera parce que tu sais jamais comment ça évolue. L'être humain, bien évidemment. D'accord, on n'est pas tous faits pour être copains non plus. Mais là, ça marche bien. Donc après, c'est sûr que dans l'idée, il y aurait une athlète, une fille en plus, ça serait cool. Tu vois. Mais ça, c'est pareil. Il faut que quelqu'un qui rentre. Et il faut avoir le budget aussi qui va avec. C'est toujours le débat est toujours le même. Tu vois, toujours la même chose, mais c'est toujours un petit peu. Chaque team manager, tu parles avec eux aujourd'hui, ils vont te dire j'aimerais plus, mais je fais ce que je peux. Quoi. Donc, non, dans l'ensemble, on a une belle équipe. Et voilà, pour répondre à ta question, c'était la performance prime, la vie de groupe qui vient se greffer à ça. Et après, on voit ce qu'on fait, et puis on fait au mieux pour l'équipe, avec aussi un staff médical qui était là, tu vois. Moi, étant médical à la base, mettre une kiné qui nous a rejoint, un podologue qui est là aussi pour nous. C'était une vraie structure autour de une vraie structure, quoi. C'est parce que souvent, c'est oublié, c'est que les athlètes, pour qu'ils performent, il faut qu'ils récupèrent bien. Pour récupérer bien, il faut bien récupérer, il faut qu'ils aient du temps déjà. Donc, il faut un beau contrat pour travailler un peu moins et du temps pour récupérer. Et s'il y a un bobo, il faut les traiter rapidement. Donc, il faut un staff médical qui soit là. Et souvent, dans le sport, le médical, je sais quand je parle, on est souvent oublié ou souvent un petit peu mis de côté ou délaissé. Donc, non, là, le but, c'était d'avoir quelqu'un, enfin 2 personnes au cas où il y a un bobo, ils sont là pour vous. Donc, voilà, créer l'ensemble du groupe. Et aujourd'hui, je suis content de ça, même si, bien sûr, toujours plus, t'aimerais bien structurer encore mieux et faire une plus grosse équipe avec plus de budget, mais ça, c'est autre chose. Alors, justement, ta vision, un moyen, là, tu nous expliquais quelque part ta vision à court terme, ce que tu as mis en place cet hiver pour cette année, mais si on parle de ta vision à moyen, long terme pour le team Odlo Alpi. Disons à moyen long terme, c'est des athlètes déjà tous. C'est une équipe plus grosse, ou pas forcément. Comment tu imagines si là je te dis tiens on se reparle dans 3 ans, tu me dis dans 3 ans je vois le truc comme ça, je sais pas, peut-être 10 ou 12, on pourra faire passer des messages à travers le podcast du budget, tu vois. Ouais, bien sûr. Comment tu vois les choses? J'en vais passer un gros des messages. Tout sponsor qui veut venir nous rejoindre, qui a un petit billet à mettre sur la table, on le prend volontiers. Non, mais au-delà de ça, j'aimerais bien qu'il y ait un team un chouïa plus fourni pour pallier les blessures. Tu vois, parce qu'on sait qu'on est le sport pathogène par excellence, donc il y a toujours dans une équipe, il y a toujours 1 ou 2 dans la saison qui se blessent. Ça, c'est une chose. Après, j'aimerais que les athlètes soient tous au moins semi-pro, c'est-à-dire qu'ils bossent à mi-temps maximum. Ça, c'est voire plus du tout. Ça serait le Graal pour eux, en tout cas. Si je peux leur permettre ça, moi, je serais vraiment content. Parce que pour s'entraîner plus, non, mais pour mieux récupérer. Parce que courir 20 heures par semaine, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de souci. Par contre, prendre le temps de récupérer et mettre en place les choses qui vont autour, ça, c'est autre chose. Et il faut avoir du temps pour ça. Et si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de temps. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la vision que j'aimerais avoir. Et après, de permettre aux jeunes, dont Yves fait encore partie, quoi. Désolé Marine, tu fais partie des vieux, mais ça va changer une nouvelle fois, je le sens. Voilà, mais que les jeunes arrivent à élever leur niveau, parce qu'ils sont déjà très performants, mais qu'ils passent encore un cap, tu vois, les amener, leur permettre d'être contents et d'évoluer dans le trail running et d'aller chercher les sélections d'équipe de France, d'aller chercher des podiums sur les grosses manches par l'UTMB ou d'autres trucs. Ça, je serais content pour eux en tout cas. Donc, si je peux t'accompagner là-dedans, ça serait cool. Mais encore une fois, moi, je suis manager et je fais ce que je peux. Et comme tu dis, tu peux parler budget, c'est sûr que c'est plus simple quand tu as un gros budget à allouer. Bien sûr. Ouais. Mais en tout cas, merci pour ce partage, cette vision justement de la team Odlo Alpi. Moi, j'avais une question pour les athlètes aujourd'hui, mais même pour toi, Maxime, tu reprendras la parole après, sur l'équilibre. Tu nous parlais des blessures, tu nous parlais d'avoir aussi de travailler un peu moins pour consacrer un peu plus au sport. Mais il y a aujourd'hui cet équilibre à trouver entre la vie pro, la vie perso, la vie sportive. Alors, Yves et Marine, comment est-ce que vous managez ça avec vous-même? Tu vois, comment ça se passe? Parce que tu es architecte, tu nous l'as dit, donc il y a quand même des engagements, il y a quand même il y a un travail qui est là, mais comment est-ce que tu arrives déjà, est-ce que tu as trouvé le bon équilibre, parce que c'est très difficile à trouver. Après, il faut que ça perdure, mais comment tu t'organises sur ça? Moi, je dirais déjà que c'est le trail qui est arrivé dans ma vie après mon travail d'architecte. Donc, ta priorité, c'est la gestion des priorités aussi. Ouais, j'ai toujours travaillé à plein temps, et puis petit à petit, le trail me grappille un peu plus de temps. Et ce temps, est-ce qu'il est pris sur la vie perso, la vie de famille, ou sur la vie professionnelle? Un peu des deux. Un peu des deux. Ouais, mais je trouve de plus en plus sur ma vie professionnelle, en tout cas. Mais bon, voilà, après, moi, je trouve que c'est quand même, aujourd'hui, réellement, c'est mon équilibre d'avoir aussi ce travail que je développe et la partie athlète et entraînement.
Et je tiens à la garder. Alors, c'est clair que j'aimerais diminuer largement ma partie de temps professionnel. Et j'y travaille cette année. Mais en tout cas, j'aimerais toujours garder ça parce que c'est aussi ma passion, quoi. Enfin, c'est aussi le double projet qui est important. Et je trouve que, notamment là, en début d'année, quand j'ai été un petit peu blessée et que j'ai dû revoir un peu mes objectifs de début de saison, si j'avais eu que le trail dans ma vie, c'est vrai que ça aurait manqué de quelque chose, quoi. Donc, je suis contente de développer aussi ma propre boîte à côté. Tu as aussi cette prise de hauteur, de par aussi ton expérience, de savoir bien gérer, de réussir à trouver cet équilibre. Ouais. Après, je pense que voilà, quand on veut, on peut. Il faut se donner les moyens. Et ouais, il faut pas forcément écouter ce qu'on va te dire, que si tu lances ta boîte, tu n'auras plus jamais le temps de t'entraîner, comme ce sont des choses qu'on peut dire à des nouvelles mamans. Mais voilà, au final, on trouve le temps, on s'adapte, on s'organise. Mais c'est clair que c'est quand même une sacrée charge mentale. Il y a la charge mentale, effectivement. Ouais, voilà. J'ai quand même un métier hyper stressant qui me quitte jamais, en fait, H24. Donc ouais, le but, ça serait un petit peu de pouvoir aujourd'hui consacrer un peu plus de temps à l'entraînement, mais pas que, comme dit Max, c'est aussi aux soins quand on est blessé. Comme j'ai vu là, ça me prenait du temps de faire mes exos tous les jours pour me renforcer. Ouais, c'est pas parce qu'on est blessé qu'on fait rien, effectivement. Ouais, c'est ça. En fait, limite, ça me demandait presque plus de temps parce que matin et soir, je faisais mes petits exos, donc j'arrivais plus tard au boulot. Enfin bref, des choses comme ça, quoi. Très intéressant. Et pour toi, Yves, comment tu arrives à trouver cet équilibre ? Ouais, je rejoins ce que dit Marine, c'est surtout la gestion de la charge mentale qui est compliquée à avoir parce qu'on est quasiment tous obligés d'avoir une activité professionnelle à côté. Et jongler entre la partie athlète et notre boulot, enfin certains c'est un boulot, moi et Marine c'est une boîte à gérer, ça demande du temps, ça demande de trouver son propre équilibre et c'est pas forcément simple. Après quand on l'a, effectivement ça se gère bien, mais on voudrait toujours forcément pouvoir avoir un petit peu plus de temps et de moyens pour développer notre partie athlète parce que c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qu'on aime, c'est notre passion. Quelle est ton autre activité ? Moi, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur d'athlète et j'ai ma boîte de coaching en trail, running du coup. Et après, quand on a une activité professionnelle à côté, est-ce que parfois la charge mentale n'est pas à son maximum quand on sait que cette semaine-là, on a un bloc d'entraînement important et qu'on va devoir y consacrer du temps, mais que la météo n'est pas forcément la bonne ? Est-ce que ça peut être une charge mentale aussi parfois qui est quand même, je ne sais pas si on peut dire destructrice ou assez négative ? En tout cas, il faut quand même bien la gérer, quoi. Ouais, c'est ça toute la difficulté. Moi, dans mon métier, je peux pas trop anticiper quand est-ce que je vais avoir des pics de charge de travail. Parce que voilà, je suis tributaire de mes clients, des intempéries aussi pour les chantiers, etc. Donc, c'est vrai que c'est un peu toujours last minute. C'est beaucoup de charge mentale. Mais après, moi, je priorise un peu toujours le professionnel. Je sais qu'en semaine, je vais pas forcément passer des heures à m'entraîner. Je vais plutôt prioriser les week-ends pour faire mes blocs d'entraînement, quoi. Donc c'est sûr que pendant que certains passent du temps sur les chemins en semaine, moi je sais que j'ai dit à ma coach pas plus de 2 heures la semaine, quoi. Et pour toi, Maxime, comment tu planifies le début de saison avec tes athlètes au niveau des objectifs, des événements, des entraînements ? Déjà, c'est de quoi ils ont envie, parce que si je les envoie sur une compétition où aucun intérêt, ça va pas matcher, quoi. Donc déjà ça. Après, quel profil leur correspond ? Tu vois, si j'envoie Yves sur une course monstre technique où c'est de la caillasse tout le temps, il va me dire Max, peut-être que je préférerais aller sur un parcours roulant. Marine, ça va être l'inverse, elle va me dire c'est technique, j'ai bien envie d'y aller. Après, avec les qualités de chacun aussi, tu vois, il y en a qui sont plus Lucien est plus skyrunning, donc il prend le circuit skyrunning pour lui. Émilie est plus golden skyrunning, donc elle a plus sur les circuits-là. Yves aime bien les parcours assez roulants aussi, enfin roulants. Qui court, voilà. Il préfère ça. Goulven aussi. Donc, en fonction de ça, c'est quel parcours ou quelle course peut le faire. Après, il faut voir aussi par rapport à la saison, quoi. Si tu as une saison hivernale où tu skis beaucoup, tu fais ta rentrée plus tard. Goulven et Yves ne font pas de ski l'hiver, donc eux, ils peuvent rentrer plus tôt dans la saison aussi. Il y a par rapport à ça. Et après aussi, en termes de visibilité pure et dure, aller sur des courses qui sont visibles, tu vois. Les skyrunning, les golden, les manches UTMB, les grosses courses comme ça permet d'être visible auprès d'une masse. Et il faut aussi que ça matche avec les objectifs de l'équipe. Oui. Et des engagements auprès de la marque. Ouais. Après, nous, on est assez libre. À part du coup Val d'Isère, on doit être présent.
Après, derrière, c'est mon rôle à moi de demander d'aller matcher avec une de faire le lien, de connecter. Voilà. C'est intéressant de voir comment la saison se construit. Et parle-nous de cette web série. Donc, il y a un premier épisode qui est sorti, un épisode qui va être constitué de 6 épisodes. Parle-nous de cet épisode qui met quelque part en inside, c'est un peu un inside sur la vie du team Odlo Alpi. Ouais. Premier épisode qui est un peu centré sur moi, je suis désolé, mais ça fait beaucoup de choses. Mais c'était. Encore une fois, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est Sylvain et Morgane, nos vidéastes. Ils ont écrit le fil du film, entre guillemets. Donc 6 épisodes sur la saison. 6 sur la saison. Voilà. Le deuxième sort le 19 juin. Pas de bêtises. Donc voilà. Et du coup, le premier épisode, c'était consacré à reprise du team, les athlètes du team et un teasing pour le chemin de France de trail. Et c'est quoi l'objectif à travers cette série ? C'est de faire découvrir les athlètes, de faire découvrir la marque, de faire découvrir les valeurs aussi de l'équipe ? Ouais, c'était vraiment les athlètes, déjà, tu vois. Parce que montrer des belles images, des beaux paysages, tout le monde peut le faire aujourd'hui. Bien sûr, oui. Mais de tourner un film qui montre qui sont les athlètes, qu'est-ce que c'est d'être athlète aujourd'hui, tu vois, en trail. Tu vois, c'est quoi de galérer un petit peu comme dit Marine, j'ai mon boulot, mais je dois m'entraîner, je vais performer. Et souvent, il y a l'image de « Ah, t'es athlète en team, donc tu fais que ça ». Non, on ne fait pas que ça. De montrer l'envers du décor, quelque part. L'envers du décor, clairement. Et que on jongle avec les deux. Et ça, c'est important de le montrer. Et après aussi, s'attacher aux athlètes du team, parce que je pense qu'on est tous des belles personnes. Et ça mérite de mettre un petit peu de lumière sur les athlètes du team, en tout cas. Et du coup, c'est ça le but. Et après, de montrer, comme je dis, c'est les joies, les galères, les pleurs, les rires. Tu vois, ça fait partie de la vie d'un sportif. Une vie d'athlète de haut niveau dans une saison. S'il y a beaucoup de joie, ça m'ira très très bien, tu vois, en tant que manager. Et puis s'il y a des galères, c'est partie du jeu. Puis on met ce qu'il faut en place pour qu'il y en ait moins. Mais le but, c'est vraiment de retracer toute la saison de l'équipe. Il y a un thème par épisode où vous allez construire les épisodes au fur et à mesure que la saison évolue. Ouais, c'est ça. Là, c'était le premier épisode, c'était du début de saison, enfin du début d'année jusqu'au championnat de France de trail. Le deuxième qui sort, c'est sur les France de trail et un petit peu sur les Europes avec Émilie. Le troisième, c'est sur le marathon du Mont Blanc. Il y a 4 athlètes qui courent sur le marathon du Mont Blanc. Après, c'est sur l'HTV à Val d'Isère. Il y a un 5e épisode qui sera sûrement sur Semaine UTMB et Suspix. Et sûrement un 6e, si on va voir si on va au Templier. Ce sera sûrement au Templier. Génial. Donc en gros, des gros rassemblements et les vidéastes viennent avec nous et puis ils prennent tout ce qu'il y a à prendre. Et où est-ce que, pour les gens qui nous écoutent, qui veulent aller visionner ces épisodes, où est-ce qu'on peut aller visionner ces épisodes ? C'est sur YouTube, c'est sur YouTube, sur le site, disponible également un lien sur le site ? YouTube directement. YouTube de Odlo, ouais. Ok. Odlo, ouais. On va faire fait. Je vous encourage. Moi, j'ai été voir avant. Au moment où on enregistre, l'épisode 2 n'est pas encore sorti, donc j'ai été voir le premier. Et je vous encourage. C'est très bien filmé, c'est très bien raconté, avec de très belles images. Tu l'as dit. Donc ça, peut-être que tout le monde peut les produire, mais par contre, tout le monde n'a pas ces athlètes exceptionnels comme moi, je les ai autour de la table. Donc, je vous invite à aller le voir. Et puis, tu as parlé du HTV. Ça va être ce 3e volet sur lequel on va discuter. Parle-nous de cette épreuve. Donc, c'est vrai que Odlo aujourd'hui est un partenaire majeur, un partenaire titre. Depuis déjà plusieurs années, un trail qui a lieu dans quelques jours au moment où sort cet épisode, du 5 au 7 juillet 2024. Qu'est-ce que ça représente pour l'équipe ? Val d'Isère, nous, on aime bien y aller parce que c'est joli, déjà. Première chose, c'est magnifique, une belle station. Je confirme, effectivement. On est content. Pour les athlètes, ça représente un passage. La marque nous demande d'être là, donc on vient. Et surtout, on ne met pas comme objectif principal, on ne va pas se mentir. Hein. On y va souvent, soit c'est après le marathon du Mont Blanc. Donc on fait une course, soit c'est une préparation pour la suite. Oui, mais c'est peut-être pas plus mal quelque part, parce que c'est pas un objectif dans la saison, mais ça vous permet, en tant que représentant de la marque Odlo, de peut-être mieux communiquer, d'avoir moins de pression aussi avec la communauté, avec les pratiquants, le grand public. Oui, là on y va, il n'y a pas de pression, clairement. On y va, chacun fait une course, celle qu'il veut sur le week-end, et après on reste une semaine en stage derrière. Donc si tu veux, on embraye derrière avec une semaine de stage et toute l'équipe est là et du coup ça permet de se rassembler une nouvelle fois, de profiter de la belle montagne qu'il y a à disposition. Et donc courir, vélo, on fait plein de choses et du coup on est bien content d'être à Val d'Isère. Ouais. Effectivement, il y a plusieurs distances, il y a 6 distances je crois sur cet événement. Est-ce que vous avez choisi vos distances respectives ? Ouais, comme dit Max, du coup c'est pas forcément placé comme des objectifs, donc moi je vais y aller pour faire le kilomètre vertical. Puis sûrement le 20 km le dimanche et le KV le vendredi, donc ça s'enchaîne bien. Et puis ça permettra de voir ça comme des belles séances d'entraînement aussi, quoi. Parle-nous de ce kilomètre vertical. Explique-nous pour les auditrices, auditeurs qui écoutent, ça représente quoi ? C'est vraiment 1 kilomètre tout droit ou alors c'est vraiment quelque chose qui serpente Il fait combien de kilomètres exactement ?
4, je crois. 3,4. Mais il y a 1 3,4. km de dénivelé. Il y a 1000 mètres de 1000 mètres dénivelé de possible. Ouais, Donc, mais c'est quand même un vrai cap. Enfin, je veux dire, il est raide. Hein. il est quand même très dans le pentu, comme on dit, quoi. Yves l'avait gagné au championnat de France il y a 3 ans. Ouais, 2021. Ouais, j'ai été champion de France là-bas en 2021 et je confirme, ouais, c'est bien raide. Ouais. En fait, c'est sur la face de Bellewaerde qu'on voit souvent Oui, bien l'hiver en ski. En ski, Donc ouais. c'est quand même mythique. Et en gros, on monte la face. Quoi. Et ça se court en combien de temps? Alors le record, alors le parcours a changé un petit peu parce qu'il y avait un moment, il partait plus loin. En gros, maintenant sur le nouveau parcours, c'est 35-36 quoi. Pour vraiment les meilleurs. Quoi. Ça demande une préparation spécifique quand on s'attaque à un kilomètre vertical. Est-ce qu'en amont, sa préparation, je dirais, de saison au quotidien fait le taf, ou est-ce qu'il faut spécifiquement préparer ce kilomètre vertical? Ouais, moi je le prépare pas spécifiquement parce que ça va pas être mon objectif, mais en tout cas, je prépare quand même des séances en amont? Ouais, tout au long de l'année, je fais des séances de KV aussi pour utiliser les bâtons et gagner en puissance dans le raid. Donc ça, c'est des séances que je fais. Et comment toi, tu l'avais préparé pour être champion de France? Pour le championnat de France, pour le coup, j'avais vraiment préparé l'affaire, forcément en allant dans d'autres KV, en faisant de la pente raide, en faisant pas mal de travail de force aussi sur le vélo. Ça demande beaucoup de force, le KV. On monte tout le temps, quoi, vraiment. Donc il faut beaucoup de force, beaucoup d'endurance de force. Et là, maintenant, je m'en sers comme séance pour les courses plutôt. Les KV, c'est vraiment ça. Là, je fais le KV du Marathon Lyon-Blanc, le KV du HTV. Dans ma tête, c'est des séances pour les Eiger qu'on va aller faire avec Marine 15 jours après. Ouais. C'est vrai qu'avant d'ouvrir les micros, tu m'expliquais que tu faisais également beaucoup de vélo. Tu parles de force sur ce kilomètre vertical. Est-ce que tu peux faire une similitude avec un grimpeur en vélo qui a besoin effectivement d'avoir beaucoup de force pour grimper, pour faire une ascension? Le col de l'Iseran, par exemple, à Val d'Isère. Mais est-ce que tu peux faire le lien avec une ascension de col ou pas du tout? Si on faisait qu'un col à bloc, oui, pour le coup, ça ressemblerait. Un col de 30-40 minutes, ça serait le même effort, mais pour le coup, en vélo, c'est plutôt des efforts sur plusieurs cols, donc c'est pas exactement les mêmes filières. Ça se rapproche, en termes de filière, ça se rapproche d'un 10 km, parce qu'en temps de course, c'est à peu près pareil. Donc c'est vraiment, on est même quasiment au-dessus SV2 pendant toute la course, donc c'est quand même très très intense. Ou alors si, ça pourrait représenter un chrono en côte, comme on voit de plus en plus maintenant sur les courses. On a vu la planche des belles filles sur le Tour de France, des choses du genre. Ça ressemble à ce genre d'effort. Avec un changement de matériel même, c'est assez intéressant. Assez intéressant. Sur des épreuves, justement, est-ce que vous changez de matériel? Est-ce que comment vous gérez vos ravitaillements? Est-ce qu'il vous arrive de changer, je sais pas, de textile et vous choisissez votre textile en fonction du positionnement de la base de vie? Comment est-ce que vous gérez votre textile dans une épreuve? Ça dépend de la distance. Tu vois, c'est un UTMB, tu prends le départ à Cham, tu arrives, on contamine, qu'est-ce qu'on fait au compta? On enlève le t-shirt, on met le manche longue pour la nuit, on met la frontale et on s'en va. Et tu sais que tu arrives à Champel le lendemain, tu enlèves le manche longue, tu remets le t-shirt. Donc tout ça est minutieusement étudié. Ouais, là, tu sais que c'est rodé, quoi. C'est comme un peu la nutrition, quoi. Nutrition, tu sais que tu as ton plan de nutrition, tu sors du ravito, tu as ça dans les poches. Tu dois tout manger pour le prochain point de ravitaillement et tu recharges à chaque fois. Alors nutrition, ça m'intéresse en tant que pratiquant, en tant qu'organisateur, mais comment est-ce que vous gérez votre alimentation? Au quotidien ou sur les courses? Ça peut être les deux, c'est une très bonne question parce que ça fait partie au quotidien, ça fait partie du sportif. En plus, quand on est dans la team, tu vois. Parce que là, elle est en train de te dire qu'elle a mangé plein de burgers et du coup, je sais pas si elle peut dire. Non, c'est pas vrai. Il me donne une mauvaise image. Donc oui, au quotidien déjà, est-ce que le fait de pas forcément de rentrer dans la team de l'Alpi, mais d'aller sur des épreuves qui sont quand même dans la durée assez exigeantes, est-ce que ça a déjà, dans votre pratique et dans votre quotidien, eu un impact sur votre alimentation et la manière dont vous vous alimentiez au quotidien, mais effectivement, pendant l'événement, pendant la course, est-ce que c'est plus du salé, plus du sucré? Est-ce que vous avez été confronté par le passé à des problèmes gastriques qui ont fait que vous avez revu votre alimentation? Au quotidien, là je parle cassette médicale, j'entends. Il faut que les athlètes, même les coureurs récréatifs qui font de l'endurance, l'ultra-endurance, ils comprennent qu'il faut manger. Parce que souvent, il y a ce mauvais biais, tu sais, en sport endurance, comme en vélo, encore pire, ou en athlétisme. Plus je suis léger, plus je performe, tu vois. Donc ça, on l'a revu. On pourrait faire un épisode sur ça. On pourrait faire des heures et des heures, tu vois. Donc, il va faire comprendre aux gens qu'il faut manger. Il faut du carburant, il faut de l'énergie. Voilà, c'est une voiture, s'il n'y a pas d'essence, ça ne marche pas. Donc, les glucides, elles sont là pour t'aider. Les protéines, il en faut aussi. Après, si tu veux être vraiment très cartésien, tu as des benchmarks. Tu sais que 1 g de prot par kilo de poids de corps chez un athlète d'endurance, c'est la norme aujourd'hui. Alors, c'est bien ce que tu dis, parce que j'allais te poser la question justement. Est-ce qu'il y a aussi ce rapport au nombre de grammes à l'heure? Je sais que nous, dans le cyclisme longue distance, c'est pareil. Au tout départ, on était sur du 60 grammes l'heure. Aujourd'hui, on se rend compte que 120 grammes l'heure, c'est ce qu'il faudrait. Tu peux en cyclisme, parce qu'il y a beaucoup moins de ballottement au niveau de l'estomac. Oui, là, il y a une vraie différence. Tu es assis. Mais déjà, rien que la nourriture au jour le jour, ton plan de nutrition quotidien,
Il y en a qui font pas attention, qui font un peu comme ils veulent. Celui qui est cartésien, il sait qu'il faut qu'il y ait tant de grammes de glucides dans la journée, tant de grammes de protéines, de lipides. Voilà. Ça, c'est au moins pour les macronutriments, c'est une chose. Après, sur ta course, on sait pareil, on a des benchmarks. Après, soit tu calcules en calories, soit tu calcules en glucides. C'est un biais à prendre. Hein. Donc, glucides, c'est que glucides, calories, tu mets les protéines et lipides dedans. Après, on a aussi, si tu prends les glucides, tu sais que la première heure, tu n'as pas besoin. Après 30 grammes, 60, 90, voire 120 pour les cyclistes. Mais aussi, les gens aujourd'hui, donc ils prennent ça aujourd'hui. Ils le prennent en disant ah cool, on peut faire ça. Sauf qu'ils ne le testent pas avant. Ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, tu as de l'entraînement pour manger, quoi. Et moi, j'envoie des athlètes que je coach encore un petit peu. On leur dit aujourd'hui, tu me prends 80 grammes par heure. Parce que c'est ce que j'allais dire. Tu ne peux pas passer à 80 grammes à l'heure sur ta compète si tu n'as pas habitué ton corps à l'ingurgiter, quoi. Ça a marché 2 heures, quoi. Puis après, tu vas vomir, et après, c'est lipo, et après, c'est compliqué. Donc, encore une fois, aujourd'hui, il y a pas mal d'infos qui viennent, les réseaux sociaux, c'est bien pour ça. Mais souvent, l'info qui n'est pas mise en place ou qui n'est pas divulguée, en tout cas, c'est testez-le vraiment. Prenez le temps à l'entraînement pendant X semaines avant ton ultra de faire des sorties longues à 80 grammes par heure avec du glucide. Parce que l'estomac, c'est très rapide. Hein, dans les études, au bout de 3-4 semaines d'entraînement à tolérer les glucides, c'est bon, ça fonctionne déjà. Mais il faut le faire. Et tu collabores avec NAC, je crois, c'est ça ? Moi, je suis avec NAC, ouais. Voilà. Passe le bonjour à William, qui sera d'ailleurs sur la région au moment où l'épisode va sortir. Hein. Voilà. Le petit message est passé à William, un des cofondateurs de la marque. Et pour vous, les athlètes, alors comment l'alimentation au quotidien ? Est-ce que vous êtes bon élève, cartésien ? Pas du tout. Comment ça se passe ? Moi, c'est vrai qu'au quotidien, j'ai pas fondamentalement changé mes habitudes. Mais en tout cas, je vais faire attention à bien manger, suffisamment manger. En termes de glucides, je pense que ça va. Mais par rapport aux protéines, je vais quand même y penser toujours un petit peu, quoi. À essayer de combler tous ces apports par rapport aux dépenses. Et après, en course, je pense à peu près avoir trouvé ce qui me convenait, formule, mais bon, à améliorer encore. Et effectivement, on dit qu'il faut s'entraîner à manger à l'entraînement, donc c'est ce que j'essaye aussi de faire, mais je trouve que c'est toujours compliqué parce qu'on n'a pas forcément la même intensité d'allure. Et ouais, moi je tourne en course, je tourne plus autour des 60 grammes par heure, maxi, je dirais. Et c'est du liquide, c'est de la barre ou c'est de la compote, c'est de la purée, comment... Parce que c'est vrai qu'il y a ces impacts, nous autant au vélo, sur le vélo c'est pas trop un souci, mais vous avez ces impacts quand même qui sont répétés et qui peuvent rendre la mastication, la digestion difficile. Moi je tourne autour des gels, des compotes et de la boisson énergétique. Solide, j'ai pas trop testé encore. Après, c'est vrai que je suis sur des distances aussi inférieures à l'ultra, quoi. Donc, pour l'instant, ça passe comme ça. Mais sinon, j'ai jamais été sujette à des problèmes gastriques ou des ballonnements. Ou quoi. Mais bon, les hypo et tout, j'ai quand même connu. Et pour toi ? Pour ce qui est du quotidien, je partage à 100% ce qu'ont dit Max et Marine. Faut vraiment apporter du carburant dans la machine, quoi. On fait assez d'heures de sport tous les jours ou dans la semaine pour manger. Et on voit trop d'athlètes, je pense, qui ont des comportements qui sont pas forcément bons et qui font trop attention presres. Faut vraiment manger. Sur la balance tous les jours pour voir le poids, ça c'est un vrai problème. Un moment, faut manger si on veut pouvoir tenir les heures d'entraînement, quoi, tout simplement. Et pour ce qui est de la course, c'est vraiment ça dépend vraiment des formats. Moi, je teste beaucoup plus maintenant à l'entraînement que ce que je faisais avant. Sur toutes les grosses séances P, sur toutes les sorties longues, je fais le plan de course de ma prochaine grosse course, en gros. C'est-à-dire que vraiment, je le suis à 100%. Je sais que, par exemple, si dans 8 semaines, j'ai telle course, je me fais mon plan dès le début. Je sais que je vais falloir que je mange ça, ça et ça à peu près. Et je vais le tester sur les sorties longues, sur les séances. Comme ça, je peux le réajuster pendant la truc. Pas une semaine avant la course, je me dis, OK, sur cette course-là, il va falloir que je mange ça et ça. Non, vraiment, je le fais avant et je le teste vraiment à l'entraînement, pour le coup. Très intéressant d'avoir vos retours sur ça. On arrive sur la fin de l'épisode. Moi, j'avais une question sur votre coup de cœur, c'est-à-dire si vous aviez un textile à mettre en avant de la marque Odlo, ça serait quel textile ? Donc là, le message s'adresse au grand public, aux gens qui nous écoutent. S'il y avait vraiment un produit que vous souhaiteriez mettre en avant parce que vous vous sentez bien, c'est hyper respirant ou c'est hyper technique. Bref, le textile pour vous qui fait partie de votre vestiaire et que vous utilisez très régulièrement. Moi, je vais pas dire la première couche parce que tout le monde la connaît, c'est trop simple, mais je vais dire la veste, la Zero Weight. Celle-là, elle a été vraiment game changer parce que elle est légère. La dual juste derrière moi, effectivement. Et ouais, exactement. Et pour le coup, elle rentre facilement dans le sac. On sait que c'est costaud, ça va tenir. Si on se prend une averse, ça va faire le taf, quoi. C'est une vraie sécurité mentale de se dire. Moi, j'ai connu ça en cyclisme, mais de se dire si j'ai cette veste,
Alors là, je suis tranquille. Déjà, en fait, on sait que sur certaines courses, ils nous obligent à avoir un certain niveau de matériel. On sait que déjà, elle passe tout, on est tranquille. Et on sait qu'on l'a sur nous, ça va aller, quoi. Ça va faire le taf. Donc Génial. ça, c'est vraiment rassurant. Je vous invite à aller voir sur le site de la marque. Et pour toi, Marine ? Moi, c'est plus... j'aurais du mal à en choisir un particulier, mais c'est plutôt les gammes... alors, il y a Linen Cool, qui sont à base de lin, et qu'on adore dans la team. Et après, j'aime beaucoup aussi la gamme Shieldtech, qui est hyper légère et respirante pour courir. Et pour toi, Maxime ? Celui que je porte. C'est le t-shirt du team cette année. C'est la combe. Zero Weight Engineer, je crois. C'est une nouvelle t-shirt qui est sortie. Ils sont hyper fins, hyper aérés. C'est ce qu'on demandait nous, en tout cas, chez les athlètes. T-shirt performance, quoi. Performance, hyper fin, hyper léger, respirant. Rien de trop, pas de zip, light. Bon, parfait. En tout cas, moi, on est au showroom. Là, actuellement, je peux vous dire qu'il y a des mannequins autour. C'est que des coups de cœur pour moi. Il y a plein de textiles où je me dis ça, c'est très très bien. Ça, la casquette, là, elle est très très bien. La veste, effectivement, je l'avais vue, elle est top. On arrive sur la fin de l'épisode. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à vos communautés respectives, aux personnes qui suivent également le team Odlo Alpi ? Quel message vous souhaiteriez faire passer à votre communauté, à vos fans en tant qu'athlètes ? Bonne question. Avant tout Elle est toujours difficile cette question. Elle arrive en fin d'épisode et c'est vrai que les gens ne sont pas forcément préparés. Mais... Non, mais avant tout de prendre un max de plaisir sur les chemins, quoi, sans se prendre la tête. Et puis de ne pas forcément se mettre de limites en fait, parce qu'il n'y en a pas forcément. Où est-ce qu'on peut te suivre, Marine ? Sur les réseaux, sur où est-ce que tu communiques ? Sur Insta surtout, Instagram. Puis je suis présente sur Strava aussi. Je mets tout aussi sur Strava, voilà, essentiellement. Très bien. Sur ça. Yves ? Ouais, pareil, Instagram, Facebook, et un petit peu Strava aussi, et juste encourager les gens à aller courir, faire du sport, peu importe ce qu'ils font, mais aller dehors. Aller à l'extérieur. Je rejoins Yves, il faut bouger. Le mot de la fin, Maxime ? Ouais, le mot de la fin, on est déjà content d'avoir fait ça avec vous, pardon. On est content et du coup, c'est chouette de mettre un petit coup de lumière sur le team. On est content pour ça, on est content on a toujours eu cette impression, nous, en tout cas, pour être là depuis 5 ans sur ce team-là, de ne pas être assez mis en valeur malgré les athlètes qui sont passés par le team, malgré les performances du team. Donc c'est cool de mettre un petit coup sur nous, quoi, un petit coup de projecteur. C'est toujours plaisir. Merci. Si ça peut nous aider pour la suite. Merci à vous pour votre présence et votre disponibilité, parce que comme on l'a dit, il y a toujours cet équilibre, ce temps qui court, il faut trouver les bons créneaux. Merci à la marque Odlo, et puis merci au team de nous avoir partagé, Team Odlo Alpi, partagé un petit peu en inside comment l'histoire s'écrit. Voilà, un grand merci à vous. Moi j'étais ravi, puis peut-être que dans l'avenir, sur Ultratalk, on prendra le temps en individuel, je dirais, de creuser vraiment vos profils. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, et puis je vous souhaite tout le meilleur pour cette saison. Merci beaucoup. Merci à toi.